comme ça que j'ai proposé d'intituler ce dont on va discuter un petit peu là dans les prochaines dizaines de minutes qui nous occupent. Donc l'autodestruction, donc comme le disait Émile-Henri Rillard, donc cette destruction de soi-même à travers l'exemple donc des femmes qui consomment des substances psychoactives. Donc pour vous toucher un petit mot sur d'où je vous parle aujourd'hui, en tant qu'effectivement salarié dans cette structure-là qui accueille des parents qui consomment des substances toxiques. Donc voilà, ça suppose tout un accompagnement de la parentalité, tout un soutien du lien, tout un regard évidemment du côté de la protection de l'enfance pour pouvoir s'assurer que les conditions sont réunies. Il y a quelques décennies, il y avait des placements qui étaient encore assez systématiques à la sortie des maternités pour ces familles qui consommaient des substances. Donc en addictologie en général plus classique, c'est des publics qui sont essentiellement masculins. Alors masculins pas parce que les femmes consomment moins, mais elles sont davantage invisibilisées sur ces questions-là que les hommes. Et il y a moins de stigmatisation, donc moins de disqualification, et donc l'accès à des soins est rendu plus simple. Là, ce projet de soins qui articule la parentalité à l'addictologie, du fait qu'un des deux axes est en lien avec la parentalité, et comme dans nos sociétés, il y a des questions de rôles sociaux et des assignations qui permettent plus ou moins facilement de se situer à droite, à gauche, au milieu, c'est un public qui est plus féminin. Donc ça, c'est une tendance complètement inversée par rapport à la dictologie. Donc voilà, quand moi on m'a parlé de cette journée sur les violences faites aux femmes, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'envisager cette question du point de vue qui est le mien de psychothérapeute. Donc c'est-à-dire quand il y a une situation comme ça de violence dans laquelle quelqu'un peut être un petit peu embourbé. Et quand on travaille avec ces personnes-là, on se rend compte assez facilement que c'est quelque chose qui est très compliqué et qu'il peut y avoir, donc je propose de le nommer comme ça, une forme d'addiction à la situation de violence. Et c'est là toute la difficulté, c'est là que s'ancre toute la problématique, et qui est de faire sortir les personnes qui sont victimes de ces violences de ces situations-là. Et on va le voir, c'est pas simple, tout comme en addictologie. Il est très connu que c'est tout à fait compliqué, c'est un enjeu très long, qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, que de pouvoir sevrer une personne addicte à un produit de cette substance. Donc voilà un petit peu. J'ai construit un document qui est, pour être tout à fait honnête, assez brouillon. Donc vous allez y voir beaucoup de phrases, vous en faites pas. Je vous invite à pas vous y perdre dans les lignes. Voilà. On va discuter de ça tranquillement. S'il y a des choses qui vous interpellent, je serais ravi j'ai aucun problème avec, comme le disait Émile-Henri Rillard, avec le fait de dire je sais pas. Moi, mon métier consiste à ne pas savoir et à me laisser enseigner par la bouche des personnes qui me font l'honneur de me raconter ce qu'elles ont à me dire. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je serais honoré de pouvoir être enseigné par vos lumières. Donc, vos interventions sont les bienvenues et attendues pour discuter, pour créer de la pensée. Je suis convaincu que c'est comme ça qu'on crée de la pensée, de la réflexion. Donc alors, en lisant l'argumentaire de cette journée, j'ai pu lire que près d'une femme sur 3 a subi des violences physiques et ou sexuelles, donc de la part d'un partenaire intime ou moins intime. Donc c'est évidemment une donnée qui est tout à fait saisissante, qui ne peut pas manquer de nous interpeller. Et d'emblée, il me semble, cette donnée pose la question de, sur le plan sociétal, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on propose comme dispositif. Donc moi, j'ai proposé de regarder cette affaire à partir de 4 axes. À mon avis, il me semble que c'est à partir de ces différentes dimensions qu'on peut penser cette question-là. Donc ça soulève la question de l'éducation. Comment on éduque des enfants à la question de leur intimité sur le plan du corps, comment on éduque des enfants à composer avec la violence, avec l'agressivité, qui, on le voit quand on prend le temps d'observer les enfants, est constitutif de leur développement. Donc il y a quelque chose comme ça dans le petit être humain qui peut paraître un petit peu animal, mais qui est en fait aussi profondément humain, d'une agressivité qui va être canalisée par les adultes qui prennent soin de cet enfant, qui l'éduquent, qui l'introduisent à la civilisation, et c'est ce qui fait qu'on peut être tous ensemble là comme ça, sans se taper dessus et sans satisfaire nos pulsions de façon tout à fait brute. Donc cette question de l'éducation, moi qui me tient à cœur, parce
parce que je travaille avec des jeunes enfants, des bébés, des tout jeunes enfants autour de la question du lien. Donc voilà, c'est une question qui m'anime particulièrement. Il me semble qu'il y a aussi cet aspect du repérage des situations de violence, quels outils d'évaluation, j'allais dire de diagnostic, mais comment on repère. Je pense notamment à ce qui s'est systématisé dans les consultations de médecine générale, à savoir je ne sais pas s'il y a des médecins généralistes, mais c'est assez récent de systématiser le fait de poser la question pour ouvrir un espace. Que la personne s'en saisisse ou non, elle sait que c'est possible d'en parler, et si quoi que ce soit se produit ou c'est déjà produit, à un moment, ça pourra devenir par la parole, parce que c'est là aussi tout un enjeu dans ces accompagnements, c'est que les personnes puissent parler de ce qu'elles vivent et qui est pas évident, qui souvent est maintenu dans le secret. Il y a tout un tas de mécanismes qui participent aussi à maintenir ça dans le secret. Donc il y a l'axe également des mesures. J'entends que ma voix, qu'est-ce qui convient mieux, comme ça ou comme ça? Ça va? Donc les mesures de protection, qu'est-ce qu'on fait quand on découvre une situation de violence conjugale, de violence sexuelle, de violence physique qui est encore actuelle? Qu'est-ce qui peut être proposé en termes de dispositifs pour mettre à l'abri, proposer des soins et mettre en place tout le nécessaire pour que ça puisse s'organiser de façon la plus souhaitable? Et la question qui est celle qui m'occupe particulièrement et avec laquelle je vais essayer de vous communiquer quelque chose là-dessus, c'est sur cette dimension du soin. Donc par soin, j'entends quelque chose d'autre qu'accompagnement. Accompagnement, hein, étymologiquement, il y a l'idée du compagnon, il y a l'idée de manger le pain ensemble. Moi, mon propos, c'est pas d'accompagner. Depuis ma place de psychothérapeute, hein, c'est le fait d'être à des places différentes qui permet tout ce maillage et que les choses s'améliorent. Moi, depuis ma place, je mange pas le pain avec la personne, je lui demande d'arrêter de manger ce pain, et voilà, avec cette idée de pouvoir quitter une position qui fait souffrir. Parce que c'est là que je trouve la légitimité à intervenir, c'est parce qu'une personne vient me voir en me disant « je souffre, j'ai plus envie de souffrir ». Si la personne ne souffre pas, je peux pas opérer à cet endroit-là. Et c'est là où l'intervention de différents acteurs au préalable va être tout à fait précieuse. Donc va être tout à fait précieuse, notamment pour que la personne puisse se reconnaître en tant que victime. C'est-à-dire que moi, la personne ne va pas venir me rencontrer, ou alors pour un autre motif, tant qu'elle ne se reconnaît pas comme victime, ou en tout cas tant qu'elle ne reconnaît pas souffrir de ces choses-là. Donc des acteurs au préalable qui vont pouvoir m'offrir l'opportunité de rencontrer ces personnes, tout à fait indispensable. Donc là, je proposais une petite discussion autour du terme victime, pour vous parler de ma position qui est complètement discutable. Vraiment, je suis tout à fait ouvert à ça. Moi, à titre personnel, avec des collègues, je peux parler de victime. Avec les patients qui viennent me rencontrer, je vais éviter. Tout simplement parce que je fais confiance à ce qui sort de leur bouche, et c'est à partir de ça que je travaille et pas de ce que moi je viens dire là-dessus. Donc le terme de victime est tout à fait indispensable pour pouvoir reconnaître que quelque chose s'est produit sur une personne, quelque chose qui est intolérable, qui est interdit par la loi. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait important, notamment pour éviter des mécanismes qui sont assez courants aussi dans des situations de violence. Je pense notamment aux violences conjugales, des mécanismes chez les victimes de déni, chez les agresseurs aussi, et de banalisation. Voilà, donc je suis tapé, c'est de l'amour, enfin voilà, toutes ces choses-là qui vont viser à vraiment dédramatiser la situation. Et donc le fait de poser le mot victime, ça peut avoir un petit effet comme ça d'électrochoc, et c'est tout à fait important donc qu'on puisse en parler. Donc le risque, comme toujours, hein, après moi, mon métier c'est de faire attention aux mots, donc voilà, mais le risque c'est qu'on puisse poser une étiquette, qu'on puisse mettre la personne dans une case et que la personne colle à cette étiquette. Il y a tout un tas d'études très intéressantes qui ont montré que s'il y a des enfants, on répète, qui sont imbéciles, leurs résultats scolaires vont s'avérer dégradés. De la même manière, dans ces situations de violence conjugale, on peut observer chez les personnes concernées qu'il y a une certaine forme de sensibilité, on pourrait dire comme ça, une hypersensibilité au discours de l'autre. C'est-à-dire que ce qui sort de la bouche de l'autre compte énormément et produit un effet saisissant. Donc, c'est-à-dire que, donc là, je fais référence à la question, par exemple, de l'autodévalorisation, c'est-à-dire tout ce qui va viser à disqualifier le comportement de la personne, qui va viser à disqualifier sa valeur, en fait, et qui va finir par nourrir ce
qu'on peut entendre de la bouche de ces femmes-là, à savoir je suis nul, sans lui je serais rien. Enfin voilà, tous ces mécanismes-là, tous ces propos-là viennent aussi nous raconter quelque chose de la sensibilité de ces personnes à ce qu'on peut leur dire. D'où l'importance de mesurer les mots qu'on leur dit. Donc dans un premier temps, reconnaître l'état de fait, le statut de victime. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment on sort de là, pas comment on reste là-dedans, donc comment on sort de là, donc comment on quitte cette position. Et ça, dans un second temps, c'est pourquoi je vous disais que je parle pas de victime. Moi, ce que je vais viser, alors comme ça peut être un petit peu choquant à entendre, et je suis tout à fait prêt en le disant à ce que ça puisse choquer un petit peu, mais moi, ce que je vais viser, c'est la responsabilité de la personne dans cette affaire. Quand je dis responsabilité, je dis pas culpabilité, et je dis pas du tout, bien sûr, qu'une femme victime de violence conjugale est responsable des barbaries commises par des êtres incivils, pas du tout. Quand je dis responsabilité, c'est vraiment avec l'idée que c'est là que se situe le levier pour sortir de la situation. Quand je suis en train de dire je n'y suis pour rien, je n'y peux rien, et donc je ne peux rien faire. Quand je dis j'y suis pour quelque chose, c'est aussi que je peux faire quelque chose pour sortir de là. Et moi, c'est exactement ça que je vise comme levier pour sortir de la situation. À aucun moment, évidemment, j'espère que vous me ferez confiance là-dessus, l'idée de culpabiliser ou quoi que ce soit. Ça, bien sûr, c'est pas quelque chose qui peut être entendu tout de suite dans la relation. Il faut qu'un lien de confiance se soit établi, qu'une alliance thérapeutique se soit tissée, avant que et ça prend plus ou moins de temps en fonction des personnes, avant que la personne puisse s'entendre et être convaincue qu'au moment où je dis mais quelle est votre responsabilité dans cette affaire? Pas sur le fait, par exemple, des violences conjugales en tant que telles, mais sur des choses qui vont être annexes. Il faut que la personne, elle puisse être convaincue de ma bienveillance à ce moment-là et que je suis pas en train de l'accabler, de la mettre en faute, ce qu'elle sait déjà faire très bien en général toute seule. Donc c'est tout à fait délicat comme position, ça n'a rien d'agréable ni de confortable, mais c'est tout à fait indispensable du point de vue thérapeutique. Alors... Donc je me suis penché mon amour des mots là, sur la définition de victime. Je suis allé voir un centre de ressources qui est tout à fait pertinente, le CNRTL, qui évoquait plusieurs définitions, une en lien avec la religion, avec cette idée, notamment dans la religion chrétienne, d'un être humain offert en sacrifice à une divinité, avec voilà l'idée de quelque chose du martyr et qui culturellement est très ancré du côté de la culpabilité, de cette question voilà personne qui souffre du fait de quelqu'un, qui subit la haine de quelqu'un. Donc je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'effectivement l'agresseur est tout sauf une divinité et que personne n'a à subir les sévices de quelqu'un d'autre, la haine de quelqu'un d'autre, la méchanceté de quelqu'un d'autre. Ça c'est un petit argument voilà pour aussi vous raconter pourquoi je parle pas de victime. Donc alors moi, là ce matin, je vais vous parler de femmes qui sont embourbées psychiquement dans des situations de violence. Donc ça exclut tout ce qui va être lié à des violences qui ont déjà été subies, qui par exemple ont occasionné des effets traumatiques et qui viennent ensuite. Là mon propos c'est vraiment quand des personnes, là aujourd'hui des femmes, mais je pourrais dire des hommes de façon assez indistincte. De mon point de vue, la différence, elle se situe surtout au niveau des chiffres. Mais dans les faits, dans la matière, je travaille pas avec cette différence-là. Mais en tout cas, voilà, une personne qui est dans une situation de violence, et pour dire ça très simplement, qui galère en fait, qui est là-dedans complètement engluée, avec l'idée que rien n'est possible pour en sortir, et quelque chose qui se cristallise à cet endroit-là. Comment faire pour quitter ça? Alors, dans l'accompagnement, il y a la question qui se pose, mais comme toujours dans le travail social, sanitaire, du désir du soignant, du travailleur social, la question du désir de la personne, où elle en est, qu'est-ce qu'elle demande. Moi, c'est pas rare que je rencontre aussi des personnes qui me disent, là, vous êtes le premier à me demander comment est-ce que vous pouvez m'aider. Donc, on vient, on veut travailler avec beaucoup de bonne volonté, et parfois on est tellement enthousiaste qu'on se pose pas la question d'où est la personne et d'où est-ce qu'on l'accueille au sens propre du terme et où est-ce qu'elle a envie d'aller. Nous, on a toujours une direction bien précise. Les violences, c'est pas bien, il faut que ça cesse. Il se produit telle chose, c'est pas voilà. Donc il y a tout un tas de normes aussi comme ça qui vont venir orienter notre
notre pensée, et ces normes-là, elles peuvent valoir, mais elles sont toujours à questionner, voilà, dans le singulier. Donc, chez les professionnels, c'est pas rare que ça puisse être assez douloureux de constater que quelqu'un est dans une position de victime, ce qui paraît tout à fait humain vu comme ça. Le risque, quand on accompagne, c'est de pousser un petit peu l'affaire du côté de la sortie de cette situation. Là, aujourd'hui, j'ai articulé mon propos aussi autour de cette question-là, des enjeux. Sortir de une personne d'une situation comme celle-ci, c'est pas anodin. Ça peut avoir des effets qui, on le verra, peuvent être assimilés à quelque chose de la maltraitance. Bien entendu, je suis pas en train de dire qu'il faut les laisser galérer dans leur coin, pas du tout, mais voilà. Il faut être attentif à ce dont nous on a envie, ce qui nous satisfait, là où on va tenter d'amener l'autre, et là où est la personne. Parce que si on lui prend la main, puis qu'on va dans une direction, mais que la personne ne suit pas, il y a un moment, ça va tirer le bras. Vous voyez, c'est quelque chose de cet enjeu-là sur lequel j'attire votre attention. Donc le risque, si on empêche quelque chose qui vient faire solution pour une personne, ou en tout cas qui est ce qu'elle connaît, parce qu'il y a des personnes, quand je dis embourbé, c'est vraiment ça, hein, c'est une situation qui peut durer depuis des années, vraiment quelque chose qui complètement inscrit, qui colle tout un tas de relations qui ont été désinvesties, liées au travail, liées aux relations sociales, aux relations familiales. Donc il y a toute une économie qui s'est construite autour de ça. Donc, si nous on vient et on sort la personne à tout prix, elle se pose la question des repères de la personne. C'est-à-dire que ce qui est violence, ce qui est maltraitant, fait repère. Ce qu'on connaît fait repère. Que ça soit bien ou pas bien, ça fait repère. Donc, il faut se poser la question de quand je retire un contexte à une personne, qu'est-ce que je propose ensuite? Et est-ce que c'est moi qui ai envie de ce que je propose ensuite ou est-ce que c'est la personne? Si je vous dis ça, c'est pas juste pour des considérations éthiques, c'est parce que ça c'est quelque chose qui s'observe énormément dans l'institution dans laquelle je travaille, à savoir cette question des consommations. Un sevrage un peu trop rapide, ça peut conduire rapidement à des conduites autodestructrices sur un mode très agi. Donc pas de l'auto-sabotage inconscient, de l'autodestruction, aller se faire casser la figure 2-3 fois par semaine. Alors quand je dis aller se faire casser la figure, c'est que c'est justement cette question de la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure. Je sais pas vous, moi personnellement, je me fais pas casser la figure tous les 2-3 jours. Vous voyez, c'est comment dans la position il peut se produire quelque chose. Donc si on retire cette solution, le risque c'est que la personne, elle cherche à nouveau des situations où il y ait quelque chose qu'elle connaît, qui nous apparaît complètement impensable, mais qui est de la violence. Et donc il peut y avoir une recrudescence de la difficulté. Là, par exemple, j'imagine celles et ceux d'entre vous qui travaillent avec des personnes qui sont concernées par ce que je vous raconte là, c'est pas rare qu'on puisse entendre voilà, des choses comme j'ai retiré ma plainte, je suis retourné chez lui parce que j'ai culpabilisé, je me suis dit que je pouvais pas voilà, lui causer ces soucis-là, c'est pas possible, je m'en voulais à mort, donc il y a une culpabilité bien évidemment qui est tout à fait énorme, hein, et là, dans la culpabilité, il y a quelque chose d'une haine de soi, on dit je m'en veux. Donc j'en veux à moi. Il y a quelque chose de cette colère contre soi et qui est tout à fait puissant et saisissant dans ces cas-là. Mais maintenant, ça va mieux. Donc ça aussi, ça peut nous surprendre. Des personnes qui vont se remettre dans une situation qui nous paraît compliquée, qui peuvent décrire, alors sur le plan psychique, donc corporellement elles peuvent être blessées, mais sur le plan psychique, une forme de soulagement, une forme d'apaisement dans ces choses-là, ce qui apparaît bien sûr complètement paradoxal vu de l'extérieur. La personne aussi peut retourner pour chercher à réparer. Donc j'ai porté plainte, je l'ai mis en danger, il s'est fait embêter, je vais aller réparer le dommage que j'ai causé et donc prendre double peine, si je puis dire les choses comme ça, et se remettre dans la situation avec bien sûr un agresseur qui va ajouter tout un tas de reproches, mais que tu m'as fait ça, et donc avec ce qui peut s'ensuivre de violences correspondantes. Donc, qu'est-ce qui me paraît important? Encore une fois, tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Hein. Les désaccords sont attendus. Donc, ce qui me paraît important, c'est de pouvoir solliciter la personne, donc comme je vous disais tout à l'heure, dans sa responsabilité, de faire d'elle une actrice, de faire d'elle quelqu'un qui va être tout à fait actif dans les démarches qui vont être entreprises par nous, bien pensants, mais on peut pas, comme je vous disais avec la main tout à l'heure, on peut pas y aller sans la personne concernée, et c'est important de bien l'attendre, c'est tout à fait précieux. Le risque, sinon, c'est de passiver la personne. Donc, c'est de se dire, bon, elle a du mal à s'en sortir, c'est compliqué, je vais faire les choses à sa place.
Sauf que quand on fait ça, on se comporte exactement de la même manière que l'agresseur qui réduit au statut d'objet la personne, en disant toi tu sais pas décider, je vais décider pour toi, t'es bête, tu vas voir tes amis alors que c'est des connasses, enfin que sais-je. C'est vraiment cette idée de ôter en fait ce qui fait d'un humain un humain, cette question de l'autonomie, l'autonomie de pensée, l'autonomie du corps, cette liberté qu'on a de pouvoir disposer de son corps et de ses pensées. Là, c'est quelque chose qui va être profondément attaqué. Et quand les violences, elles sont inscrites, ça va être très profond et très compliqué. C'est-à-dire que la personne va être en grande difficulté pour accéder à une position justement où elle serait sujette. C'est-à-dire, je décide, je fais ci, je fais ça. Donc voilà, nous, de ne pas reproduire tous ces mécanismes-là, c'est aussi important d'y être attentif. Parfois, quand on va être trop bien traitant, on infantilise. Et quand on infantilise quelqu'un qui est adulte, ben, on est maltraitant vis-à-vis de sa situation, au moins juridique, d'être responsable. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que sinon le risque, c'est qu'il y ait une marche arrière qui soit entamée très rapidement par la personne concernée, très rapidement et très brutalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose d'insupportable psychiquement qui fait que la personne y retourne, mais n'y retourne pas à moitié. Il retourne très rapidement et tête baissée. Ça, c'est évidemment à éviter. Alors, ça, je vais passer rapidement. Donc, moi, ce qui m'apparaît essentiel, encore une fois, je ne suis pas formé spécifiquement sur cette question-là. Donc, si en matière de dispositif, il n'est pas du tout improbable que vous soyez bien mieux outillé. Encore une fois, je suis tout oui. Moi, ce qui me paraît important et ce que je fais en tout cas dans ces cas-là, c'est de nommer la loi. Nommer la loi. Après, la position de la personne vis-à-vis de cette loi, ça lui appartient. Comme quand parce que pareil, en édictologie, la question de la transgression est bien présente. On accompagne avec l'argent du contribuable des personnes qui ont des conduites transgressives sur plus d'un point, que ce soit de consommation de produits qui sont illicites, des situations qui, sur le plan administratif, social, sont pas régulières, qui ont toute la question qui peut être aussi en lien avec la délinquance, le vol, l'argent, les moyens qui sont installés pour se procurer le produit. Donc, nommer l'interdit, la personne, elle est libre de prendre ou non ce risque. Moi, je suis pas juge, c'est pas moi qui vais lui tomber dessus et l'attraper. Mais voilà, cette idée de nommer la loi, les violences sont interdites. On n'a pas le droit de taper, que ça soit un enfant, un adulte, qu'on soit un enfant, un adulte, ça donne pas le droit de taper. Sur le papier, c'est assez clair. On verra après si j'ai le temps autour de cette question de l'éducation des enfants et de comment on nomme et on transmet un interdit. Sur le papier, c'est très clair. On verra que dans la transmission, ça peut prendre une tournure qui est tout à fait ambiguë. Donc voilà, tant que la personne ne formule pas son désir de sortir de cette situation-là, chercher à l'accompagner, ça va être très compliqué. Là, le mieux qu'on puisse faire dans ces cas-là, c'est éveiller le désir de s'en sortir. Si la personne n'a pas envie de partir et qu'on vient, on devient maltraitant à notre tour. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est tout à fait spécifique dans le psychisme des personnes concernées, c'est cette question de satisfaire l'autre, chercher à satisfaire l'autre, être objet de l'autre en simple, être la chose de l'autre, avec bien sûr quelqu'un qui jouit là-dedans du fait de pouvoir disposer d'un être humain comme chose. Mais voilà, cette idée que c'est pas du tout simple de s'affranchir de l'autre. Donc nous, tout ce qu'on va désirer, la personne risque d'y coller, de l'attraper, d'y coller, et après c'est un bazar monstrueux pour s'en défaire. Donc c'est pourquoi cette question du désir de la personne, c'est déjà un premier pas pour qu'elle puisse se reconnaître victime et s'engager vis-à-vis de sa situation et est-ce qu'elle tolère ou pas. Parce que si moi demain je viens vous voir et que je vous dis je me fais taper tous les jours et ça me pose pas de problème, la loi l'interdit pas. J'ai le droit de disposer de mon corps avec mon consentement. Vous voyez, c'est des questions qui sont complexes, très très complexes. Et même sur une question éthique, quelqu'un qui veut pas venir, mais je vais pas le traîner par la main sans son consentement. Donc voilà, et d'anticiper un petit peu le terrain, d'avoir des outils bien prêts, parce que le moment où dans la parole il y a quelque chose qui se libère, rapidement derrière ça peut faire marche arrière, donc c'est important de pouvoir saisir quand c'est là, d'être réactif et de saisir le fil qui nous est tendu au moment où il est tendu, avant qu'il se rembobine aussitôt. Donc voilà, donc le XAPA Horizon, donc XAPA Centre de soins, d'accompagnement, de prévention en addictologie. Donc c'est ce dont je vous parlais, ce centre qui est tout à fait rare, vous le disiez tout à l'heure en introduction, il est en fait pionnier autour de cette question et c'est encore en développement assez lent, donc
Donc voilà, il y a de la matière à produire à cet endroit-là. En tout cas, voilà, c'est un établissement qui croise la dictologie et la question de la parentalité, de la protection de l'enfance, qui sont deux champs à eux seuls déjà bien complexes, puisqu'en addictologie, la question de la psychiatrie s'invite généreusement, la question des polyconsommations, donc je vous la fais courte, mais vous prenez quelqu'un qui souffre de schizophrénie, vous rajoutez un petit peu de crack, de cannabis, d'alcool, ça donne des cocktails avec des traitements médicamenteux, bien sûr, dans tous les sens, ça donne des cocktails assez détonnants, donc déjà ça, c'est une clinique qui est bien compliquée comme ça, avec beaucoup de violence, beaucoup de passage à l'acte, beaucoup de transgressions, et la protection de l'enfance, qui est une clinique aussi tout à fait saisissante de par sa complexité. Comment on protège un enfant en le retirant de ses parents. Enfin voilà, c'est des questions qui n'ont de cesse que de devoir être posées. La solution est jamais évidente. C'est des cliniques du moins pire. Quel est le moins pire? Donc c'est toujours du cas par cas et de la complexité. Donc là, il y a un monsieur qui m'apparaît comme un génie qui s'appelle Jean Hébert, qui est un pédopsychiatre, qui s'est dit je vais croiser les deux. Donc je vous fais pas de dessin, c'est évidemment assez compliqué et il y a toute une pensée qui doit pouvoir vivre, mais comme partout ailleurs, de façon continue pour que on soit bien au clair. C'est-à-dire que soutenir un parent qui consomme, ça suppose de prendre des risques vis-à-vis de l'enfant, puisque donc en faisant ça, on évite le placement. Donc en évitant le placement, on fait le pari que c'est possible pour le parent. Donc il faut accompagner le parent de façon serrée, tout en ayant donc l'idée de le soigner, en sachant qu'un parent qui consomme, le fait de devenir parent, va lui faire du bien du point de vue de ses consommations. Les consommations diminuent fréquemment au moment de la grossesse, par exemple, au moment de la naissance d'un enfant, parce qu'il y a une nouvelle possibilité de s'inscrire dans la société, parce que l'enfant il peut être investi sur le mode d'un produit, donc d'un objet qui vient satisfaire quelque chose de l'angoisse, qui vient calmer un petit peu tout ça. Donc c'est pas simple de soigner et l'enfant et le parent en même temps. Souvent on va être pris dans des mécanismes un petit peu clivants de soit l'enfant, soit le parent. L'idée c'est évidemment de considérer le lien et de faire du parent un partenaire pour que l'enfant se développe de façon souhaitable. Il reste 10 minutes. Je vais accélérer un petit peu, beaucoup. Du coup, donc voilà, il y a deux pôles, un pôle ambulatoire des consultations, donc c'est sur des horaires de bureau, un pôle hébergement avec des appartements thérapeutiques où sont accueillies des femmes dès la grossesse, seules ou en couple avec leur enfant, donc jusqu'aux 3 ans de l'enfant et avec un travail qui est quand même assez soutenu à cet endroit-là. Donc pourquoi je vous parle d'addiction aujourd'hui, j'en ai touché un mot tout à l'heure, c'est autour de cette question de la dépendance, de ce qui fait accrochage, de ce qui fait qu'on s'en sort pas si simplement que ça. Donc je vais pointer un petit peu ce qui me paraît faire lien et donc donner à penser pour la question des violences conjugales, des violences sexuelles, des violences physiques, qui sont inscrites dans une continuité, dans une répétition et dont il est difficile de sortir. Donc la question de la violence, elle est souvent présente quand on parle d'addiction au sens de substances psychoactives, des consommations importantes, j'entends, je ne parle pas d'un joint par-ci ou par-là. Les femmes sont davantage victimes de la violence, quelle qu'elle soit. C'est évidemment pas une affaire de sexe, mais c'est très orienté par la question sociétale, de quelle place on est, quelle place on prend, quelle place on nous met, comment on se dépatouille un petit peu avec tout ça. Et c'est là que la question de l'éducation entre en ligne de compte. Et donc le lien, c'est ce que je vous disais, cet attachement, cet accrochage. Donc la personne qui est accrochée à quelque chose, elle peut dire à des moments qu'elle en souffre, mais en même temps, elle lâche pas. C'est très compliqué d'accueillir ça et de traiter ça. Donc l'objet de la dépendance, donc je suis accro à quelque chose qui me détruit. C'est là que c'est compliqué aussi, parce que être accro à quelque chose qui détruit pas, c'est pas un problème. Là, ce qui pose problème, c'est qu'il y a une destruction corporelle, psychique dans les violences conjugales. Il y a des effets qui sont tout à fait dévastateurs. Donc cet objet auquel je suis dépendant, il est destructeur, il est maltraitant, mais en même temps, il est bien traitant. Alors, bien traitant dans la mesure où il apporte quelque chose. Si ça m'apporte rien, je reste pas. L'être humain est pas idiot. Une situation de danger, je pars. Voyez ? Donc, s'il y a quelque chose de dangereux et que je reste, c'est qu'il y a quelque chose qui fait lien, c'est qu'il y a quelque chose qui me tient dans cette affaire. D'ailleurs, on parle d'emprise, être sous l'emprise d'un produit d'alcool ou être sous l'emprise d'un partenaire violent de la même manière. Donc, ça raconte bien quelque chose de cette ambivalence, pour pas dire clivage, entre un amour d'une part et quelque chose qui détruit à côté. Il me fait du bien, il est toujours là pour moi quand j'ai besoin. Ça peut être dit au sujet aussi bien du produit
et d'ailleurs on l'entend aussi bien pour désigner le produit que pour désigner la personne, l'agresseur. Donc il y a un amour vis-à-vis de la relation, il y a de la colère aussi, comme dans toute relation humaine, plus il y a d'amour, plus il peut y avoir de colère. Cette colère, la difficulté, c'est qu'elle va venir par pic. Donc elle va venir par émergence assez brève, et tout de suite après, elle va être recouverte par l'amour. Donc il a fait ça, mais c'est bon, il m'aime, je l'aime. Donc c'est là toute la difficulté, parce que la colère, pour moi, psychothérapeute, c'est aussi un levier pour faire sortir pour se différencier. L'enfant, par ses mouvements de colère, d'agressivité vis-à-vis de son environnement, se différencie dans le développement. Donc là, c'est la même idée. Très difficile d'organiser la séparation avec le produit consommé, d'avec le partenaire consommé, si je puis dire ça comme ça. Donc ce qui fait du mal et me détruit, c'est ce que j'aime. Par ailleurs, je ne dis pas que ce que j'aime, c'est qu'on me fasse du mal, bien que ça soit quelque chose qui puisse s'observer et être dit aussi par les patients, mais c'est à la fois cette chose me nourrit et à la fois cette chose me détruit. Et c'est ça toute la difficulté. Donc il y a quelque chose de satisfaisant dans la relation à cet objet, cette drogue, cette personne. Quelque chose qui rassure, quelque chose qui est connu. Le produit, je le prends, je sais quels effets il va me faire. Le produit, je sais qu'il est toujours là pour moi. Le produit, je sais que quand je suis angoissé, ça va me soulager. Tout ça, ça peut valoir aussi dans la relation avec un partenaire qui est maltraitant. Il est maltraitant, mais je sais que justement, il va faire attention à moi. Je sais que si je rentre, il est à la maison, c'est sûr. Voilà, tout ce qui va venir rassurer, contenir, même si parfois ça relève plus de l'emprisonnement que réellement d'une contenance. Donc voilà, ça on peut l'observer aussi très bien, cette question du vertige en l'absence du partenaire de la drogue. Ça peut donner le sentiment à ces personnes d'être sans repère, d'être livrées à elles-mêmes, de perdre prise, même si cette prise peut être destructrice, c'est une prise quand même. Ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Donc, dans les deux cas, la personne concernée a une position d'objet de l'autre, objet de la destruction de l'autre. Le produit me détruit, mon partenaire me détruit. Vous me suivez ou pas? Si je jargonne, n'hésitez pas à me... Je vais avoir des mauvais réflexes de psychologue. J'écoute toute la journée, donc quand j'ai l'occasion de parler, je peux... Donc ça, c'est tout à fait fréquent aussi d'entendre ça. C'est pas moi, je suis en retard, c'est le cannabis. Mais comme si le cannabis c'était quelqu'un, ou comme si le cannabis c'était le destin. Voyez, c'est pas moi, c'est de la faute de mon mari si je sors plus. Là, vous venez d'acquiescer. Pour ça serait peut-être plus compliqué d'acquiescer, mais dans le fond, il y a quelque chose du pareil. Et c'est ça qu'il s'agit de pouvoir saisir et mobiliser. Donc l'addiction, voilà, étymologiquement parlant, donc ça traduit cette idée d'assujettissement, donc l'objet d'un maître. Donc l'addiction, voilà, ça pousse l'être humain du côté d'un statut d'objet, d'un objet de la destruction, de la responsabilité de l'autre. C'est l'autre qui décide, c'est l'autre qui fait pour moi, c'est l'autre qui est responsable de moi en quelque sorte, mais en même temps c'est l'autre qui maltraite. Donc le grand philosophe Kierkegaard donc parlait de la question du vertige de la liberté. Parfois, être emprisonné et être privé de liberté, c'est aussi moins vertigineux. Quand d'un coup on se dit, et ça moi je le vois très bien en psychothérapie avec les patients, quand d'un coup ils voient que il est possible de construire tout un tas de solutions, ou que je les chatouille un petit peu, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Bon, vous trouvez pas de travail, qu'est-ce qui vous en empêche? Le fait que ça soit possible produit un effet de vertige. Voyez, donc c'est tout à fait paradoxal, hein, mais dans le fait d'être emprisonné, enfermé, il y a quelque chose qui peut être tout à fait rassurant, qui rappelle la position de l'enfant, qui quand même est tout à fait dépendant de ses parents aussi, et dépend de cette position, je ne vais pas dire assujettie, mais quelque chose de cet ordre-là dans un premier temps. Donc là, une patiente qui dit, en changeant d'attitude, tout change. Ma relation à moi, aux autres, au monde. Maintenant, au lieu de prendre des coups, je reçois du positif. Je suis déstabilisé. Donc vous voyez, quelque chose d'une perturbation, là où pour nous, on se dirait c'est une amélioration. Donc la difficulté de ces femmes à se projeter dans l'avenir, c'est quelque chose qui est très, très évident cliniquement parlant, parce que toute l'existence, elle est organisée autour de cet objet qui fait du mal. Cette personne qui fait du mal, ce produit qui fait du mal. Donc du point de vue du soin, si on bouge les choses trop rapidement, ça peut venir ébranler, comme je vous disais tout à l'heure, comporter des risques. Si le partenaire maltraitant la drogue est maintenu à proximité, c'est qu'il sert à quelque chose.
ça produit un effet qui rassure, qui soulage, qui apaise, qui diminue l'angoisse. Donc il y a une forme de médicament là-dedans, en fait, hein, de solution construite par l'être pour répondre à quelque chose qui fait angoisse en lui. Forme d'utilité, même si politiquement parlant, c'est délicat de poser le problème comme ça. Et c'est pas évident non plus pour moi, homme blanc, de venir vous dire ces choses-là comme ça. Une assemblée essentiellement composée de femmes. J'espère que vous entendez bien que la visée n'est pas du tout culpabilisante. Donc, personne n'y trouve quelque chose. Le risque, c'est que si on se retire ce quelque chose, ce qui agit comme un bouchon qui vient combler une solution, la personne peut aller chercher à nouveau ce bouchon et se mettre d'autant plus en danger. Donc, la solution toxicomane ou la solution violence, elle occasionne un bénéfice. Comme tout bénéfice, et ça les commerciaux le savent, il y a toujours un coût. Ce coût-là, c'est celui du corps, c'est voilà. Mais nous, c'est ce qui nous paraît grave, la situation de danger interne, donc d'angoisse, peut paraître beaucoup plus importante pour la personne. Donc il peut y avoir quelque chose de vital psychiquement à être dans cette situation. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas là pour culpabiliser, c'est juste que le levier, c'est que les personnes puissent se sentir responsables, c'est là que tout devient possible. Enfin tout non, mais voilà. J'aimerais. Sans modification psychique interne, ce qui s'observe cliniquement, c'est que les personnes se remettent dans les situations compliquées. Alors, on peut mettre à l'abri, on peut éloigner, on peut mettre des mesures judiciaires. Les personnes, et ça en addictologie, mais ça crève les yeux. Les personnes, entendu, les personnes qui voilà se remettent, vont retrouver un autre partenaire tout de suite. Donc là, j'avais un bon cas clinique, je ne vais pas avoir le temps, je voulais parler de l'auto-sabotage, donc cette question de comment on peut se mettre dans des situations compliquées qui va de la procrastination chez vous et moi jusqu'aux mutilations, jusqu'au suicide, jusqu'à l'autodestruction la plus franche et la plus marquée. Et je vais conclure sur les propos d'une patiente qui sont même être à penser, en tout cas, voilà. Donc voilà, je vais conclure là-dessus sur le témoignage de Madame D, donc qui quitte son mari après plusieurs années de violence conjugale. Elle dit qu'elle lui donnait un pouvoir qu'il n'avait pas. Lui la maintenait en dehors du monde extérieur, donc limitait toutes ses relations avec le travail, relations sociales, enfin voilà, toutes ces choses-là, la dévalorisait, la giflait, donc il y avait des violences sur le plan physique, verbal, psychique. Et donc, au cours de sa psychothérapie, elle raconte qu'adolescente, elle pouvait chercher comme ça des partenaires qui allaient la frapper et que pour elle, c'était une preuve d'amour et qu'elle allait jusqu'à les provoquer pour trouver cette preuve d'amour. Ça, c'est l'objet d'un traitement. Hein. Elle débarque pas en consultation en disant ça. Il y a un traitement qui a opéré. Donc, elle dit, quand elle quitte son mari, c'est comme si je refaisais mon éducation par rapport aux gens. Je commence un apprentissage. Je laisse tout ce que je croyais avant, je m'en détache. Donc là, il y a cette idée, voilà, de se détacher de l'affaire. Parce que je me rends compte que c'est pas ce que je veux. J'ai envie de commencer autre chose. Sans, elle suspend, il dit sans, c'est vide, ça fait un peu peur, donc le vertige dont on parlait tout à l'heure, mais pas comme avant, c'est un bon vide. Je crée de l'espace pour accueillir autre chose, d'autres personnes autour de moi, mais que j'aurais choisi vraiment. Je me sens sereine là, j'ai pas envie de retourner en arrière. Je ne veux pas me retrancher. Alors, retrancher, ça tombe jamais dans l'oreille d'un sourd quand on parle à un psychothérapeute, retrancher, avec une dimension autodestructrice présente par ailleurs. Hein. Je ne veux pas me refaire du mal avec des hommes. J'ai envie de faire confiance aux hommes et en moi. Donc voilà, j'avais tout un tas de... Je vous remercie infiniment pour votre attention fidèle. Bien, merci pour cet exposé que malheureusement j'ai été obligé d'interrompre. Mais c'était prévu. C'était prévu. C'était prévu. Alors, c'est bien. C'est une violence. Bien, écoutez, alors, on va procéder de la façon suivante. Non, mais vous avez... ce qui est bien, c'est que c'est très tonique, c'est très vivant. Il y a des anecdotes et en même temps, on a tout de même un certain nombre d'éléments de réflexion qui sont... j'ai été particulièrement sensible, mais je ne vais pas parler de mes questions éventuelles, donc c'est plutôt celle de la salle qu'il faudra... Alors, ce que je vous propose pour la suite des opérations, si je puis dire, c'est 2 questions maintenant, avec, j'insiste bien, des réponses très brèves, puis nous aurons l'intervention de Madame Alissa Tandai,
et puis qui durera une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, et ensuite nous aurons un débat plus général. Voilà. Qui a une question à poser sur les deux? Voilà, la première question est toujours très difficile. Oui. Attendez, je vais vous demander un tout petit instant. Voilà. Non. Ah oui, Voilà. non. Mais non, mais là, je vais le répéter, je pense que vous avez entendu. Voilà, je le redis, je pense que ça fait toujours... C'était juste pour remercier, pour dire que c'était passionnant, passionné, palpitant, et surtout, merci de faire part de la complexité, au fait, des choses. Et ça, c'est quelque chose, quand même, qui est assez rare, et c'est généreux de votre part, et voilà, c'était juste pour dire merci. Ça me va droit au cœur, je vous remercie infiniment. Je pense qu'il vous a payé. Hein. Non, il était passionnant. Il y a des choses qui n'ont pas de prix, alors c'est... Merci. Mais vous allez faire la conclusion, parce que vous pouvez dire la même chose de nous. Ouais. Bien. Il manque une question. Hop, voilà, madame. Je vous demande 2 secondes, le temps que le micro porté par Safia arrive jusqu'à vous. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais savoir combien de temps vous pouvez, pour la prise de conscience, en fait, je sais que la réponse n'est pas évidente pour chaque femme, mais pour d'abord la prise de conscience de ces femmes pour après faire le travail. Prise de conscience. De l'état de victime. Alors ça, j'y assiste pas forcément. Moi, soit les personnes, elles viennent quand elles ont déjà reconnu ça, soit elles viennent parce qu'elles dorment mal la nuit, puis advient la question des violences. Et souvent, moi, c'est dans ce cadre-là que je rencontre les personnes. Mais ça, c'est complètement... ça pourrait prendre... Enfin, je vais extrapoler volontairement, mais ça pourrait prendre 30 ans chez quelqu'un, ça pourrait en prendre quelques jours chez quelqu'un d'autre. C'est vraiment... c'est complètement impossible de répondre à ça. Ça va dépendre de l'inscription du processus, de la puissance de l'emprise, la puissance de à quel point ça fait repère pour la personne, en fait, à quel point elle est engluée. Plus il y a de colle, plus c'est compliqué. Plus ça fait longtemps, plus c'est compliqué, mais ça fait pas la vérité générale. Oui, mais là, avec ce verbatim là qui est encore là, on se rend compte que la personne... vous livre le fait qu'elle... D'accord. Ah oui, donc votre question porte se sur les détache. effets en combien de temps? Oui, voilà. D'accord. Je pensais combien de temps pour qu'elle se reconnaisse comme victime. Aussi, oui, mais là aussi, vous assistez Alors, aussi à... ça, c'est une psychothérapie avec un rythme très soutenu. Quand je dis 3 fois par semaine. Pardon? 3 fois par semaine. Plus. Là, c'est minimum 4-5 fois par semaine. Ah ouais. Alors, c'est en lien avec la personne. Hein. Si elle m'avait dit non, moi c'est une par semaine, je pars sur une par semaine. C'est gratuit? Alors c'est pas gratuit, mais moi je reçois. Alors ça dépend où. Dans le centre d'addictologie, oui, c'est une association. Alors c'est gratuit, c'est pas gratuit, c'est un coût, mais c'est pas les personnes qui règlent le coût. Et au cabinet, voilà, c'est ça, c'est pris en charge. Et puisque c'est des personnes qui n'ont pas de papier ou pas de situation, voilà. Au cabinet, moi, je prends le parti de recevoir selon les moyens de chacun. Donc, j'ai pas de minimum et je discute du prix. En fait, j'affiche même pas un tarif. Je discute de ça avec chacun en fonction des moyens. Et par moyen, j'entends pas fiche de paye, j'entends la valeur que la personne accorde au vu de sa réalité financière. Donc, ça dépend. Et ça peut être une séance à 40 €, enfin une séance à 80 €, une deuxième à 40 € et les 3 autres à 5 €. Enfin, je construis pour que ça puisse bouger et que rien fasse frein à la question de l'engagement dans le soin. Merci. Merci. Est-ce que je peux juste poser une question? C'était une remarque. Tant pis. La première, la question très brève également, s'il vous plaît. Très brève. D'accord? Simplement, j'ai l'impression que quand on regarde ça et qu'on lit ce que vous avez mis, finalement, ça gaine la personne. Ça la gaine. Et que finalement, quand on lui enlève ça, il y a du vide. Donc c'est étrange. C'est étrange. Voilà. C'est là tout le paradoxe de la situation, et c'est là où aussi on peut être maltraitant dans l'accueil qu'on fait de ça. Mais souvent, d'ailleurs, on entend des discours, oui, qu'est-ce qu'elle fout, pourquoi elle reste là-dedans, c'est qu'elle aime bien, c'est que, enfin, il y a des choses comme ça peuvent être dites, et de la même manière sur les produits. C'est-à-dire, c'est un manque de volonté que de rester dans cette situation. Pas du tout, pas du tout. On n'est pas sur la question de la volonté. Non.
On est sur quelque chose qui fait lien, quelque chose de troublé dans le lien à l'autre, mais qui fait lien. Et ce lien est tout à fait vital pour les humains. C'est incroyable. Oui. Donc c'est vrai que du coup, c'est extrêmement difficile. Voilà. Tout à fait. Oui. Bien. Merci d'avoir posé ces questions. Merci d'y avoir répondu brillamment.